le développement du culte d'Isis date véritablement des périodes les plus récentes. Pendant très longtemps, son culte a végété à l'ombre de celui de son époux et de son fils. On lui connaît certes quelques lieux de culte. Le plus au sud, c'est celui que vous connaissez, celui du temple de Philée. On lui connaît d'autres lieux de culte, à Coptos, également à Giza, dans le delta jusque Berbeit El Agar et la ville de Ronéfer, mais ces lieux de culte ne sont pas très nombreux. C'est seulement après le Nouvel Empire qu'Isis devient une déesse importante, une déesse en tout cas populaire, et l'onomastique, les noms que portent les particuliers, reflètent parfaitement cette popularité. On dénombre un grand nombre de personnages qui se nomment Padi Isis, Isis Reshti, Isis et Marbit. Ce sont deux temps de référence à la déesse qui montrent à travers tout le territoire sa popularité. À l'époque, il faut bien reconnaître que les Égyptiens retiennent deux images dans Isis. C'est d'abord, je l'ai déjà évoqué, c'est d'abord l'épouse d'Osiris, celle qui prend soin de son époux, notamment une fois mort. C'est elle qu'on voit par exemple intervenir lors des cérémonies du mois de Khoiak qui visent à assurer la renaissance du dieu. C'est véritablement l'épouse attentive et cette image, l'épouse attentive et cette image est parfaitement illustrée par cette statue qui est au British Museum. En tout cas, nous trouvons, on peut dire bien sûr de façon assez courante aux époques tardives, mais déjà bien avant, de multiples représentations où Isis étend ses ailes. Ce sont bien sûr des ailes protectrices, mais ce sont aussi des ailes destinées à éventer le dieu et lui assurer un peu de fraîcheur dans l'au-delà. Et ce détail est d'ailleurs évoqué par les noms, par le nomastique. Il y a un nom qui est fréquent aux époques tardives, on dit la maîtresse des ailes l'évente. C'est bien sûr une allusion à ce rôle d'Isis en tant que protectrice d'Osiris. Des images de ce genre, on en trouve en quantité, qu'elles soient en pierre ou qu'elles soient en bronze. La deuxième image qui revient régulièrement dans l'iconographie pharaonique, dans l'iconographie des dieux, c'est cette image d'Isis qui nous la situe maintenant en liaison avec son fils Horus, dont elle a assuré, là encore il s'agit de protection, mais aussi d'éducation, dont elle a assuré la protection au moment de sa naissance dans ce milieu hostile des marais de Kémis, qui se situait dans le delta égyptien, non loin de la ville de Bouto, donc dans l'ouest du delta. Et c'est dans ce climat hostile qu'elle a assuré l'existence de son fils, en l'allaitant bien entendu, mais en le protégeant aussi des animaux dangereux. Voilà les deux images que l'iconographie pharaonique retient d'Isis. En fait, il y a une troisième série d'images, beaucoup moins nombreuses, qui n'ont jamais été véritablement réunies et qui évoquent un aspect qui a été un peu occulté, mais en tout cas qui est passé derrière ces deux aspects, mais il est passé derrière ces deux aspects tout simplement parce qu'il est moins représenté dans l'iconographie. C'est un aspect néanmoins très important de la déesse et qui est pour une large part à l'origine de sa popularité. C'est Isis magicienne. Isis magicienne, Isis Ouret-Tekaou, c'est une épithète que porte la déesse quand elle est investie de ce rôle. Ouret-Tekaou, littéralement, peut être traduit par grande de sortilège. On fait allusion à toutes ces formules magiques, à toutes ces incantations, à toutes ces manipulations qu'elle peut mettre en œuvre pour protéger celui dont elle assure, dont elle prend soin. Cet aspect d'Isis magicienne est notamment évoqué dans la littérature magique, religieuse magique. Des témoignages évoquant cette Isis magicienne apparaissent déjà en abondance au Nouvel Empire. Quantité de papyrus avec recueil de formules magiques, d'incantations destinées à protéger contre les animaux dangereux, évoque
Isis magicienne. Celle qui intervient dans toutes ces incantations, c'est en premier lieu Isis. Et pas n'importe quelle Isis, c'est justement l'Isis qui protège son fils dans les marais de Kémis. On voit de constantes allusions à ce moment difficile de l'existence d'Horus, ce moment difficile où il faut le protéger bien sûr de Seth, mais aussi des animaux dangereux qu'il peut rencontrer dans les marais. Ces animaux dangereux, on les connaît bien, ce sont ces animaux qui sont aussi dangereux pour les humains, ce sont essentiellement les serpents, les scorpions et éventuellement les crocodiles. Mais on retrouve surtout dans cette littérature magique des références à la protection contre les scorpions. Alors, j'ai évoqué cette source documentaire, il y en a une autre aussi qui est tout aussi riche, notamment aux époques tardives. Pour les papyrus, on va en trouver jusqu'à la 26e dynastie et parfois au-delà, mais après le Nouvel Empire, la documentation, c'est essentiellement ce que l'on appelle des cipes d'Horus. Cela se présente comme de petites stèles. Sur un côté, on a une représentation du jeune Horus en tant qu'enfant. Il est tout nu et il se saisit d'animaux dangereux qu'il maîtrise, qu'il va dominer. Donc là, on est en plein contexte magique de protection contre les animaux dangereux qu'il va terrasser. Et au verso de ces stèles, on trouve régulièrement ces formules magiques qui viennent d'ailleurs directement des papyrus, qui sont recopiés des papyrus. Ce sont des recueils de formules destinées à la protection. Éventuellement, ces cipes, ce que l'on appelle les cipes d'Horus ou les stèles d'Horus sur les crocodiles, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, ces stèles d'Horus sur les crocodiles peuvent éventuellement associés à des statues privées. Et alors on voit un personnage en train de tenir une stèle. Ce sont des monuments tout à fait étonnants qu'on a trouvés notamment à l'époque gréco-romaine et dès la 30e dynastie dans les temples, et elles servent pratiquement de pharmacie. C'est-à-dire que ces statues qui étaient disposées dans les temples, couvertes de représentations et de formules magiques, servaient à fabriquer des sortes de potions. Ça fonctionnait de cette façon, on répandait de l'eau sur ces statues, elles s'imprégnaient des vertus magiques, des représentations et des inscriptions, on la recueillait dans des bassins et ensuite ça devenait une véritable médecine. Voilà les deux sources qui évoquent les papyrus magiques et les statues ou stèles magiques qui évoquent l'Isis magicienne. Cette Isis magicienne, si populaire, elle est également évoquée dans la statuaire ou dans l'iconographie, dans les représentations en 2 dimensions. Ces représentations, malheureusement, sont beaucoup moins nombreuses que les précédentes, celles que je vous ai montrées, celle d'Isis protégeant son mari ou son enfant, et c'est pour cette raison que je voudrais attirer votre attention dessus, non seulement donc pour leur rareté, mais aussi pour leur intérêt, parce qu'elles viennent parfaitement compléter notre connaissance qu'on a de la magie et des documents magiques en général. Alors on peut déjà isoler un premier lot de représentations qui, d'une certaine façon, sont assez banales. La déesse apparaît sous son aspect traditionnel, avec une couronne athorique tout à fait traditionnelle. C'est en fait le texte qui l'accompagne qui nous permet de l'identifier non seulement comme une Isis, mais plus particulièrement comme une Isis magicienne. Cette statue est apparue il y a très peu de temps. C'est une statue qui est apparue il y a 4 ans. Pendant très longtemps, elle a décoré l'entrée d'un château en banlieue parisienne. Et maintenant, malheureusement, elle a quitté notre continent, plutôt elle a quitté l'Europe, et elle décore, elle doit, je suppose, servir de décor dans une collection en Chine. Mais c'est un monument absolument saisissant, en gros vague, de très belle facture, qui fait 70 cm de haut approximativement, et qui, avec un Osiris de même facture et de même matière, décorait la tombe d'un certain Ptahir-Dis à Giza. L'intérêt de cette statue, c'est, outre sa qualité, qui en fait véritablement un chef-d'œuvre digne des plus grands musées. L'intérêt de cette statue, c'est justement de conserver un texte nous permettant d'identifier la déesse. Et cette fois, c'est la déesse qui parle. Elle nous dit
Je suis Isis, la dame de Chemmis, c'est-à-dire la dame, la maîtresse des marais où est né le dieu, le jeune Horus. Donc c'est une référence directe à l'enfance d'Horus. Et elle poursuit, on poursuit sa description en disant « celle aux paroles efficaces », alors là il y a une référence directe aux incantations qu'elle prononce, « celle aux paroles efficaces dans les situations difficiles, critiques ». C'est bien sûr les situations qu'on peut connaître dans les marais et la menace des dangers qui sont omniprésents, ceux causés par les scorpions et les serpents. Et elle poursuit ensuite en évoquant le fait que son père Geb lui a donné tous les sortilèges permettant de protéger son fils Horus. Je vous épargne la lecture de l'ensemble de ce texte, mais dans ce texte, elle évoque en fait son rôle comme magicienne, alors plus spécifiquement dans son rôle de protectrice d'Horus, mais elle est véritablement la déesse magicienne par excellence. C'est donc une statue qui, malgré son aspect banal, peut être tenue pour une représentation d'Isis magicienne. Son cas est ainsi comparable à celui d'une autre Isis du musée du Caire, qui elle est malheureusement moins belle, mais qui relève de la même thématique, c'est-à-dire qu'on retrouve une déesse assise qui a une apparence apparemment banale, mais le texte qui l'accompagne est encore une fois une déclaration qu'elle prononce, et cette déclaration est empruntée au recueil, au répertoire des formules magiques que l'on connaît bien, notamment sur les stèles magiques. Et là, je vous ai cité la référence à la stèle magique par excellence, c'est-à-dire la stèle méternique qui est conservée au Metropolitan de New York. La formule 10, d'ailleurs, est l'une des formules les plus fréquentes sur ce type de matériel. Donc là, on voit bien qu'on a une représentation, non pas d'Isis banale, en dépit de son apparence, mais d'une Isis magicienne. Maintenant, on va voir d'autres représentations qui reflètent à travers leur décor et non plus par leur texte le fait qu'il s'agit effectivement d'une Isis magicienne. Là encore, on retrouve une déesse assise très traditionnelle qu'on pourrait assimiler à bien d'autres représentations divines, et non seulement des représentations d'ailleurs d'Isis, mais vous pouvez reconnaître que sur le devant, la robe qu'elle porte présente un décor tout à fait original. Et ce décor nous rappelle justement celui que l'on retrouve sur les stèles magiques. C'est l'image du dieu enfant, donc du jeune Horus qu'elle protège, qui se saisit des animaux dangereux pour exprimer la maîtrise de ses ennemis. Il les tient dans ses mains, il les serre pour les neutraliser. Et là, vous voyez un Horus. Alors cette fois-ci, on a un Horus, donc il n'apparaît pas véritablement comme un enfant, mais c'est un Horus qui empoigne un serpent et un scorpion. La seule présence de ce décor nous situe déjà dans un contexte magique. Alors vous allez voir d'autres représentations qui montrent le lien très fort qui existe entre la déesse, dans son rôle traditionnel, et la magie, en associant un décor proprement relevant de ce domaine. On peut relever notamment parmi les multiples Isis allétants. Quand on dit les multiples Isis allétants, c'est des centaines d'Isis allétants. Et parmi ces Isis allétants qui semblent parfaitement banales, qui semblent parfaitement classiques, eh bien, il y en a quelques-unes auxquelles on associe, et ces représentations peuvent ainsi être rapprochées de la précédente, où on associe d'une part des représentations empruntées aux stèles d'Horus sur les crocodiles, c'est ce que vous avez ici. En fait, si on oublie le revers, on a exactement une stèle d'Horus sur les crocodiles avec le jeune dieu enfant, tout nu, qui se saisit des animaux dangereux. Et là, on voit même aux serpents et aux scorpions ajouter un lion. Et ce jeune dieu piétine en outre des crocodiles. Et là, on exprime le fait qu'il domine tous les dangers qu'il peut rencontrer. On a également associé à cette représentation quelques formules magiques. Là, vous avez en fait deux représentations. Sur l'une, les formules magiques
sont sur le côté du trône et ici même à l'arrière de la statue. Ces formules magiques, ce sont également celles que l'on retrouve dans les recueils de formules magiques habituelles. Là, on retrouve la formule 10 de la stèle de Metternich, à nouveau, cette formule si traditionnelle. Voilà une autre variante. Ce thème, on le décline de différentes façons. Cette fois, vous avez côte à côte l'Isis allétant. Alors vous voyez très bien le lien qui existe. La déesse qu'on vous montre, c'est la déesse qui prend soin d'Horus. C'est justement parce qu'elle prend soin d'Horus qu'elle doit déployer ses talents de magicienne afin de le protéger. Elle l'allaite et elle le protège en même temps. Il y a vraiment les deux thèmes sont étroitement associés. Une très belle représentation du British Museum à laquelle j'ai joint une représentation malheureusement fragmentaire du musée de Birmingham. Mais vous devinez de chaque côté Isis allaitant. Ici, en fait, il pourrait même s'agir d'une simple Isis. Mais cette Isis est associée à une représentation spécifiquement magique mettant en scène le jeune Horus. Et aux époques tardives, on a même une variante tout à fait originale, presque exceptionnelle. C'est ce que l'on appelle une stèle niche destinée à être installée dans une tombe, et le propriétaire est placé, que vous devinez ici, est placé de part et d'autre d'une niche à l'intérieur de laquelle se détache en haut relief l'image d'Isis. Cette image, encore une fois, est banale, mais elle prend un relief particulier dans la mesure où, au verso, on retrouve les thèmes magiques. On retrouve l'Horus sauveur, l'Horus enfant, protégé par la déesse, et ces textes hiéroglyphiques qui sont des copies des formules que nous associons régulièrement aux stèles magiques. Alors cette Isis, elle peut elle-même prendre des attitudes qui évoquent son rôle de magicienne. Vous avez vu Horus enfant qui se saisit des animaux dangereux pour montrer qu'il les domine. Eh bien, Isis elle-même, sur certains documents, peut être représentée en train de se saisir de ces animaux dangereux. C'est bien entendu une évocation directe de la déesse dans son rôle de magicienne, dont les formules, dont les incantations, dont les pratiques permettent de neutraliser les animaux dangereux. Là, c'est une représentation tout à fait originale que j'ai pu relever au musée de Naples. Mais même sur des documents beaucoup plus traditionnels, sur les stèles d'Horus, on retrouve cette image. J'ai emprunté cette illustration à la fameuse stèle Metternich, qui donc date de la 30e dynastie, on est juste à la veille de la période gréco-romaine, et sur cette stèle qui était déposée dans le temple des Taureaux Nevis à Héliopolis, on est véritablement là dans un contexte de temple, et bien sur une face de la stèle qui est couverte de représentations et de textes magiques, on a deux divinités côte à côte. On les identifie parfaitement d'après leur coiffe et surtout d'après leur proximité. Nous avons Isis d'un côté, suivi de Nephthys. Alors on peut faire d'ailleurs des rapprochements d'une stèle à l'autre. Les stèles se complètent, on retrouve les mêmes thèmes et nous avons éventuellement des légendes qui nous permettent d'assurer cette interprétation. Mais vous voyez que cette Isis, qui précède Nephthys, elle se saisit de serpents, et elle a aussi cette particularité qu'on aura l'occasion de retrouver sur d'autres représentations d'Isis magicienne. Vous voyez qu'elle a des pattes, elle n'a pas des pieds, elle a véritablement des pattes animales. Et c'est une particularité, je vous ai parlé d'une iconographie particulièrement originale, là vous voyez les premiers témoignages de cette iconographie originale qui rompt donc avec les exemples précédents, et ce qui montre bien la richesse, la variété du thème. Maintenant, d'autres représentations encore plus suggestives. Nous avons vu Horus piétinant les crocodiles pour évoquer leur neutralisation. Eh bien, la déesse Isis peut elle-même neutraliser les crocodiles en se dressant dessus ou en s'asseyant dessus. Voici une représentation du musée du Caire. J'hésite encore à la montrer comme une représentation d'Isis parce qu'un doute est légitime. La déesse n'est pas représentée véritablement avec les pieds sur les crocodiles. Elle est assise sur les crocodiles
et son identification n'est pas complètement assurée, mais pour l'instant, l'hypothèse la plus raisonnable consiste à l'identifier comme une Isis, mais je vous dis, c'est l'hypothèse la plus raisonnable, ça ne veut pas dire que c'est forcément l'hypothèse qui devrait être retenue ensuite. Je suis encore très prudent sur son interprétation. Mais vous allez voir dans la suite d'autres témoignages qui montrent bien Isis en train de piétiner, de fouler aux pieds les crocodiles. Voilà cette représentation qui est illustrée par l'une des grandes stèles magiques du musée du Caire, c'est la CG 9402, certainement la plus belle. Elle est d'ailleurs tellement belle qu'elle a été copiée par quantité de faussaires. Et on a pu retrouver ainsi sur le marché beaucoup de copies de cette stèle qui a servi de modèle. Et dans la partie, vous découvrez dans la partie basse de la stèle, au registre inférieur, aux deux extrémités, une représentation du personnage qui a commandité le monument. Et il s'est fait représenter devant Isis magicienne. Isis Ouret-Ekaou. Là, on retrouve son appellation la plus significative. Et le plus intéressant pour nous, c'est que cette Isis Ouret-Ekaou, donc cette Isis magicienne, elle est rattachée à un sanctuaire du delta qui s'appelait dans l'Antiquité Ronéfer, en grec Fernoufis, et actuellement le site de Tel et-Bili. Je suppose que peu d'entre vous ont visité le site, il faut dire qu'il ne reste pratiquement rien. Mais cette ville était une petite bourgade du centre du delta, bien connue dans l'Antiquité, pour un culte adressé à divers dieux, dont Osiris et Isis, dont la spécificité était justement d'être une magicienne. Et l'iconographie de cette Isis de Ronéfer, si particulière, vous la retrouvez encore ici avec des pattes, alors ici des pattes de bovidés, mais cette iconographie, elle est omniprésente. Cette iconographie particulière, elle est omniprésente à propos de l'Isis de Ronéfer. Là, vous avez deux représentations tout à fait comparables, et à chaque fois, nous retrouvons la déesse comme Horus, l'enfant, en train de se saisir d'animaux dangereux, là en l'occurrence des crocodiles, en train de piétiner un crocodile. Donc là, on a la synthèse des deux attitudes, la déesse qui empoigne les ennemis et qui piétine et qui les piétine. Alors cette Isis de Ronéfer, elle est bien évoquée dans la documentation. Là, j'ai emprunté cette illustration parce qu'elle vient précisément de la ville de Ronéfer. Il y a peu de témoignages évoquant Isis sur place, mais là, nous en avons un très beau. Et ce témoignage peut être rapproché d'une représentation du temple de Philae où on nous indique que cette Isis particulière, donc cette Isis du centre du delta, elle est présentée comme la souveraine des scorpions, ce qui est une façon d'évoquer son rôle très particulier. Et cette souveraine des scorpions est justement habilitée pour conférer au roi la domination contre les ennemis. Vous voyez comment on récupère un thème magique dans une optique, si on peut dire, plus politique. Mais elle use de ses pouvoirs pour assurer à qui elle veut la domination sur les ennemis. Voici encore d'autres représentations d'Isis Ouret-Ekaou. C'est une représentation que j'ai empruntée à la fameuse statue Tischkevix qui est au musée du Louvre, qui date de la 30e dynastie, qui vient du temple de Léontopolis. C'est surtout pour vous montrer que ces illustrations, elles sont en fait très répandues. Toute cette documentation magique, on la retrouve sur les stèles, mais aussi sur les statues. Voici le premier exemple que je vous montre. Et là, un détail qui vient de l'appui dorsal de cette statue, donc de la 30e dynastie. Mais vous retrouvez encore une fois notre Isis de Ronéfer, d'ailleurs avec des têtes tout à fait originales. Là, on lui a conféré une double tête, une tête de vautour et une tête de lionne. Mais on la retrouve, là encore, en train de se saisir de serpents et de piétiner un crocodile. D'autres représentations de cette Isis de Ronéfer, donc spécialisée dans la magie. Et cette représentation, j'ai choisi parce qu'elle est là aussi très particulière. Elle nous montre la variété du thème. Précédemment, on avait des représentations d'Isis en train de se saisir des animaux dangereux. Et là, on fait un clin d'œil à l'Isis qui prend soin d'Horus. C'est celle que vous voyez là. Elle est
représentée sous sa forme d'Isis Allétan, n'oublions pas que l'Isis Allétan est celle qui est potentiellement celle qui doit être la magicienne, puisqu'il s'agit pour elle d'assurer la protection de son fils. Et cette Isis magicienne, qui est clairement identifiée dans la légende hiéroglyphique qui l'accompagne, la légende la décrit comme Isis Uretekaou. Vous devinez sur sa tête un scorpion. C'est son image même. Donc là encore, une iconographie très, très variée. Notre documentation, qu'elle provienne de collections publiques ou collections privées, nous a habitués à ces dizaines et ces dizaines de stèles magiques où le jeune Horus se saisit des animaux dangereux et piétine les crocodiles. Et dans cette documentation qui réunit des centaines et des centaines d'exemples de dimensions variées, les plus petits ayant à peine quelques centimètres, 1,5 cm jusqu'à 1,50 m, dans cette documentation pléthorique, vous avez la chance de trouver quelques cas exceptionnels. Si vous ne faites pas attention, bien sûr le détail vous échappera, mais ici même, le jeune Horus enfant, celui qu'on appelle Horus sauveur, l'Horus Shed, a laissé à la place, non pas à une divinité masculine, c'est particulièrement net sur ces deux images, mais à une déesse. Une déesse qui est représentée comme le jeune Horus Shed, nue. Cette déesse, vous la devinez, la représentation est particulièrement claire, elle est même coiffée des couronnes atoriques, porte une perruque tripartite. Cette déesse qui se substitue à l'Horus Shed pour tenir les animaux maléfiques et dominer les crocodiles, c'est bien entendu Isis. Isis peut même se substituer à Horus Shed dans ce rôle de magicienne. C'est bien entendu son rôle qui explique cette substitution. Des représentations de ce genre, je dois dire qu'elles sont excessivement rares. Pour l'instant, on a tout juste pu en relever 4 ou 5. Mais vraiment grand maximum en comptant quelques exemplaires incertains. Mais ceux que vous avez là sont les plus clairs. Et alors, autre découverte tout à fait saisissante que vous pouvez faire éventuellement sur le marché des antiquités, voilà un petit objet qui est apparu malheureusement et qui a disparu aussi vite, qui est apparu dans une vente aux enchères à Drouot en mars 2003, un objet absolument surprenant, de petites dimensions, de facture, il faut bien le dire, assez modeste, plutôt fruste. C'est un objet exceptionnel. C'est un personnage qui est représenté en train de présenter devant lui une stèle. Vous devinez ici son pied droit, l'image du personnage lui-même a disparu, et ici, vous devinez les 4 doigts de sa main droite. En fait, il présente devant lui, comme un stéléphore banal, une stèle. Et à l'avant de cette stèle, on découvre non pas un Horus sauveur, mais une Isis avec une forme très particulière, c'est-à-dire que Isis a cette fois un corps de serpent. C'est Isis Thermoutis qui est très connu, qui est en tout cas bien attesté dans la documentation gréco-romaine. Et cette Isis à corps de serpent, on la retrouve dans son rôle traditionnel, si on peut dire maintenant, on peut l'admettre comme un rôle traditionnel. Elle se saisit des serpents et des scorpions, et vous pouvez constater qu'à l'avant de la base, on a représenté tête bêche, 2 crocodiles qu'elle domine. On retrouve tout à fait notre thème de l'Isis magicienne, mais là sous une forme très originale. Et vous pouvez mettre cette représentation en regard avec une représentation qui vient du temple de Dendara, qui est malheureusement très mal préservée. On se situe, et ça n'est pas un hasard, dans les chapelles d'osiriennes du toit. C'est là où on assure la renaissance d'Osiris. C'est un endroit particulièrement important qu'il importe de protéger. Et dans l'embrasure d'une des portes qui permet d'accéder à la partie secrète, la plus secrète de l'édifice, c'est-à-dire très exactement ici, vous voyez, juste dans l'embrasure de la porte, donc
L'extérieur est là, l'intérieur est là, vous avez les deux embrasures, et vous voyez que de part et d'autre, on a représenté des divinités protectrices. Ce sont les dieux que nous avons maintenant coutume de rencontrer. D'un côté, on identifie très clairement l'Orushed, le jeune dieu enfant, avec les serpents et ses pieds sur les crocodiles, et en regard de cette image, une silhouette qui est vraiment fantomatique, qu'on a eu beaucoup de mal à interpréter, mais quand vous la mettez en regard du monument précédent, vous reconnaissez bien qu'il s'agit d'une Isis Thermoutis, donc une Isis à corps de serpent qui se saisit des animaux dangereux. Voilà une autre illustration de la déesse Isis magicienne. Et je vous parlais d'une iconographie très riche, très variée, très diversifiée. En voilà encore une illustration. C'est une stèle que j'ai eu l'occasion de découvrir à Ismailia. Et cette stèle magique, qui a été d'ailleurs anciennement publiée dans les Annales du service d'Antiquité, doit retenir l'attention. C'est probablement un monument qui était conservé dans une maison et qui avait effectivement un but magique, celui d'éloigner de cette maison toutes ces créatures maléfiques que les Égyptiens redoutaient quotidiennement. Et le texte nous dit qu'il s'agit d'Isis, une Isis de Chéta. Alors c'est certainement un endroit particulier du delta. Et cette Isis de Chéta, elle a un rôle, elle protège tout homme et toute femme contre des animaux. Et alors là, vous avez la liste de ces animaux dangereux, c'est-à-dire tous les serpents, tous les scorpions, tous les animaux rampants. Et associé à ces textes, l'image même de cette Isis de Chéta, on la reconnaît, c'est cette déesse qui se saisit des serpents, qui saisit dans ses moings les serpents et les scorpions, et qui là est associée à un crocodile qui semble lui traverser le corps. Et cette représentation, nous la retrouvons ailleurs. Cette fois, le crocodile n'est pas piétiné par la déesse, il semble lui traverser le corps. C'est ce que nous retrouvons dans d'autres représentations. Vous voyez que toutes ces formes très originales, très particulières, elles viennent compléter une iconographie très riche concernant l'Isis magicienne. Pourquoi avoir représenté le crocodile de cette façon? C'est tout à fait particulier. On n'a pour l'instant pas d'explication. Mais on n'a plus du tout cette idée de la déesse qui terrasse l'ennemi, le crocodile, pour l'anéantir. Non, cette fois, c'est une autre évocation dont le sens nous échappe encore, mais elle relève des intentions qui sont celles des monuments précédents. Alors j'attirais votre attention, et vous l'avez vu dans la précédente présentation, j'avais attiré votre attention sur le fait que cette déesse, elle pouvait éventuellement comporter des détails tout à fait originaux. Et bien parmi ces détails, il y a notamment le fait qu'elle peut éventuellement avoir, comme tout Héris, une sorte de queue de crocodile. C'est véritablement une déesse pantée, mais c'est un détail qui est beaucoup plus récurrent, c'est celui des pattes animales. Et alors ces pattes animales, ce peut être des pattes de lion, mais sur cet autre document, donc la stèle magique qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, des pattes de bovidés. Et ces représentations, nous les retrouvons éventuellement dans la statuaire. Là, on a une image tout à fait particulière, une statue divine qui est conservée au musée du Louvre. Et malheureusement, sur cette photo, vous ne le voyez pas nettement, mais la déesse est accroupie, ses jambes sont repliées sous les cuisses, et elle se termine non pas par des pieds humains, mais par des pattes de bovidés. Inutile de vous dire que cette représentation a beaucoup déconcerté ceux qui ont vu cette pièce au musée du Louvre, mais ce détail peut être en fait mis en rapport avec nos autres témoignages et nous permet d'identifier cette représentation comme une représentation d'Isis magicienne.
La perruque elle-même, avec cette forme très particulière, est un aspect caractéristique de l'Isis magicienne. Je passe parce que des détails de ce genre, on pourrait maintenant en énumérer beaucoup, on retiendra seulement les plus importants. On a essayé bien entendu de deviner si sur les côtés de la base on pouvait encore apercevoir des inscriptions. Je dois dire que oui, à l'avant il y a manifestement les traces d'une inscription, mais elles sont tellement effacées que je me refuse à proposer une lecture tellement. Là il faudrait vraiment beaucoup de mauvaise foi pour vous donner une traduction d'un texte. Et alors, pour terminer, il y a une autre image d'Isis magicienne. J'avais déjà évoqué auprès de vous des représentations où Isis apparaît, cette Isis magicienne apparaît avec sur la tête un scorpion. Eh bien, ce thème donne même une forme très particulière, est à l'origine d'une forme très particulière de la déesse. C'est ce qu'on appelle des représentations d'Isis Serket ou Isis et des dettes en égyptien, et ce que l'on peut traduire tout simplement par Isis Scorpion. Quand on vous parle d'Isis Scorpion, c'est la traduction littérale de l'expression employée par les Égyptiens. Vous l'avez ici même, c'est cette représentation avec la légende Isis Scorpion et derrière l'image même du scorpion. Cette image est empruntée à une stèle magique du British Museum. Vous la découvrez sur le côté. Elle doit être de... Oui, elle doit être de ce côté-ci, ou au revers, je ne sais plus. Si, elle est là, voilà. Voilà cette Isis Scorpion. Vous voyez la richesse de ces documents. Et alors cette Isis Scorpion, elle peut nous apparaître sous la forme d'un scorpion, avec une tête de déesse, ou bien sous la forme d'une Isis traditionnelle, avec au sommet de la tête le hiéroglyphe qui sert à écrire son nom, c'est-à-dire le siège qu'on lit Azet, et à l'avant de ce siège, donc très précisément ici, là vous le devinez, mais je vais vous montrer un autre exemple où ce détail est particulièrement net, mais vous devinez à l'avant de ce siège l'image du scorpion. C'est effectivement une évocation de l'Isis Scorpion. Ce témoignage date, on a peu de témoignages bien datés, celui-ci date de la 26e dynastie puisqu'il est au nom de Psamétique Ier. Alors voilà d'autres représentations de cet Isis Scorpion. Là vous devinez encore une très belle représentation qui date peut-être de la 25e dynastie avec une déesse coiffée d'un scorpion sur la tête. Ici une autre déesse avec le scorpion à l'avant de son emblème, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve les deux spécialités d'Isis, c'est-à-dire Isis qui, sous sa forme de magicienne, prend soin de son mari, vous la voyez ici, les mains posées sur ses cuisses, et entre ses mains, une représentation d'Osiris couché. Et de l'autre côté, c'est le jeune Horus. Donc, c'est une façon d'évoquer le fait que ses talents de magicienne, elle les déploie en faveur de ses deux partenaires habituels, c'est-à-dire d'une part son époux et d'autre part son fils. Et alors dernièrement, et je terminerai par cette représentation, je dois dire que j'ai eu certainement la plus belle illustration qu'on puisse découvrir d'Isis magicienne. C'est d'ailleurs cette Isis magicienne que j'ai découvert dans la collection Charles Boucher, qui est à l'origine de cette petite recherche iconographique que j'ai débutée il y a maintenant 4 ou 5 ans. C'est un document tout à fait touchant. Il est de modeste dimension, manifestement d'époque tardive, probablement d'époque ptolémaïque, avec une très belle inscription, et surtout une inscription particulièrement claire, et des détails iconographiques absolument significatifs. Son interprétation ne laisse aucun doute. Il n'y a pas une meilleure illustration d'Isis magicienne. Et cette Isis, vous la découvrez ainsi. Je m'arrête d'abord sur l'aspect iconographique. Vous la voyez sagement assise sur son siège, mais vous pouvez vérifier que, en fait, elle a les mains refermées sur 2 têtes de serpents qui s'étalent à l'avant du siège. On retrouve la déesse qui tient entre ses mains les serpents pour les neutraliser. Mais le plus étonnant, c'est ce que nous découvrons sous la statuette elle-même.
C'est un document donc, qui était, j'évoque ce détail parce que c'est un peu cocasse, c'est un document qui est apparu, donc, qui a été acquis par Charles Boucher, grand collectionneur, qui a constitué sa collection avec les conseils de Jean Yoyotte. Et c'est Jean Yoyotte qui lui avait suggéré cette acquisition. À l'époque, quand il a fait l'acquisition de ce monument, de ce petit monument, le monument était encastré dans un socle moderne, vous savez comme on pouvait faire, quoi, moderne, comme on pouvait faire au XIXe siècle, avec un très beau tissu rouge, mais il était complètement encastré dans ce socle. Et à ce moment-là, personne n'a eu l'idée de sortir la statuette de son socle. C'est seulement au moment au moment de l'inventaire de la collection Charles Boucher qu'on a désolidarisé, sorti la statuette de son socle. Et que découvre-t-on sous la base? On découvre en fait 2 crocodiles. Alors là, bien sûr, comme l'avant manque, la tête des crocodiles manque également, mais vous avez 2 crocodiles, on distingue clairement leur queue. Alors c'est peut-être plus net de ce côté-ci. Vous avez la queue, vous avez les pattes arrière du crocodile, et puis au-dessus, de chaque côté, mais celui qui est beaucoup plus net, c'est celui que vous voyez là, de chaque côté, un lion. En fait, on retrouve là encore le thème de la déesse qui se saisit des animaux dangereux et qui piétine les autres, afin de les neutraliser. C'est certainement la représentation la plus typique, la plus originale, la plus significative d'Isis magicienne. Et pour nous aider, pour nous contenter parfaitement, le texte de l'appui dorsal nous décrit cette Isis. Et la description est particulièrement significative. On nous parle d'Isis Chédette, donc Isis salvatrice, Isis qui protège. L'Horus que nous voyons sur les stèles d'Horus lui-même se définit comme Shed, et là on découvre le même qualificatif mais au féminin, Chédette. Et de l'autre côté, on nous indique qu'elle est la dame, la souveraine des serpents. Et son rôle, c'est celui de prendre soin de son fils dans les fourrés. Et cette fois, on n'a pas une allusion au mari de Cambyse, on parle des fourrés de la Thèbes du Nord. C'est très probablement une allusion à l'endroit où se trouvait cette statuette, plutôt que d'évoquer les forêts de Cambyse, les marais de Cambyse, on a évoqué les marais qui étaient juste à côté. Là, on se situerait en fait à la pointe nord du delta, du côté de Sema Behedet, qui est l'une des Thèbes du Nord, l'une des plus célèbres de Thèbes du Nord. Mais voilà un document qui a cet avantage particulier d'être significatif, parfaitement cohérent, et d'illustrer à la fois par le texte et par l'image cet aspect qu'on voit si peu dans l'iconographie pharaonique. Ces quelques documents, encore une fois, sont peu nombreux, mais très variés, et viennent illustrer un dernier aspect d'Isis qui, de mon point de vue, a certainement contribué à en faire une grande déesse aux époques tardives, en tout cas une déesse populaire, et sa popularité, elle a, par-delà les siècles, puisque je vous dis, elle a été ensuite identifiée par les Romains, par les Grecs et les Romains à la grande déesse universelle, et puis encore maintenant, qui ne connaît pas Isis ?